Cette histoire se passe en 1910 dans le quartier des Halles, à Paris. Elle sent le tabac froid des estaminets, le sang séché de l'abattoir et la sueur de l'ouvrier. Un soir de janvier 1910, rue Beaubourg, 4 clients franchissent la porte du troquet La Mère Navarre. Il y a là un apprenti cordonnier de 23 ans, Jean Liabeuf, que tout le monde appelle le Biouf, la grande Marcel, une prostituée de la rue Saint-Marie, 23 ans elle aussi, et 2 inconnus. Patronne, 3 blancs et un blanc casse pour la demoiselle. À ce moment-là, les autres clients de la taverne assistent à une drôle de scène. Liabeuf, le cordonnier, sort de sa cape un sac en toile. Et de ce sac, il tire 4 brassards de cuir hérissés de clous. Allez, vas-y, mets-les-moi. Ah ben, chicote-t'en pas comme ça. Tu vas nous écorcher tous les deux. Et lui colle les 2 autres autour des biceps. Le cordonnier Liabeuf se retrouve harnaché comme un gladiateur, devant tout le monde, un samedi soir, dans l'une des tavernes les plus achalandées du quartier des Halles. Et pourquoi diable? Patience. Liabeuf remet sa grande cape sur les épaules. Du coup, on ne voit plus rien de tout l'appareillage qu'il a installé. Et ils sortent, tous les 4. Ils remontent la rue Saint-Martin et ils poussent la porte d'un autre troquet, les caves modernes, pour se donner du courage, quoi. Et cette fois, c'est du brutal, hein. Hé, mets-nous donc des absinthes, là, avec de la crème de prune. La spécialité de la maison. Et l'absinthe, c'est bien connu, ça fait chauffer le cerveau. Le cordonnier Liabeuf se met à parler fort, de plus en plus fort. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui viennent me chercher, les cognes, là? Je vais les buter. Je leur ferai leur sort. Est-ce qu'il s'est trouvé un mouchard pour aller bavasser chez les poulets du coin? Toujours est-il que quelques minutes plus tard, un type rentre dans le café en sueur. Et les gars, je voulais vous prévenir au cas où, mais il y a des cognes au coin de la rue, là. Liabeuf esquisse un petit sourire. Son plan a marché. Parce qu'il a un plan, hein, dans la tête. Il ne s'est pas collé ses bracelets cloutés au biceps et à l'avant-bras pour rien. Il se lève et il prononce cette phrase pour l'instant mystérieuse. Je savais bien qu'il raterait pas l'occasion. Je les avais prévenus quand ils m'ont ramassé. Je leur ai dit, vous m'avez fait, je suis innocent, quand je sortirai, je vous réglerai votre compte. Allez, on y va. Et là-dessus, il sort, il enfile la rue, il a très bien vu les 2 flics en planque sous le porche. Il passe devant sans les regarder. Il fait 2 pas, 3 pas, et là, les 2 agents se jettent sur lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, il attrape par les bras, pardi. Et aïe! Il se transperce les mains sur ses bracelets cloutés. Et là, Liabeuf se retourne. Il tire de sa ceinture un tranché de cordonnier et tchac! Il lacère le torse de l'un des policiers. Et crac! Il transperce la gorge de l'autre, en pleine rue. Et il se tire en courant. D'autres policiers qui n'étaient pas très loin se mettent à le poursuivre. Liabeuf se retourne, il sort un revolver de son froc et pan, pan, 2 policiers s'effondrent, une balle dans le ventre. Il tire un coup de plus, pan. Et là, un brigadier se jette sur lui et le transperce de son sabre. Liabeuf s'écroule à genoux, il lâche son arme, la lame lui a transpercé le poumon. On va chercher des secours. Il est emmené dans un fourgon à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu sur l'île de la Cité. À ce stade, qu'est-ce que vous avez compris de ce qui vient de se passer? On a un type qui a des comptes à régler avec la police, manifestement. En sortant du bistrot, il a dit « Je les ai prévenus, je suis innocent, quand je sortirai, je leur réglerai leurs comptes. » A priori, c'est ce qu'il vient de faire. Il a buté des cognes. À ce stade, aucun des 4 policiers n'est mort. Mais je vous le dis, il y en a un qui est plus près du bon Dieu que des nichons de sa femme, hein.
Liabeuf lui a survécu. Le lendemain, le commissaire Picot tente de l'interroger à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Il le trouve à moitié inconscient dans son lit. Mais l'autre, dès qu'il le voit, trouve l'énergie de vociférer comme un chien enragé. Bande de vaches! Assassin! Assassin! Et il tombe dans les pommes. Rien d'autre à en tirer aujourd'hui. Le jour d'après, Jean Liabeuf est transféré à l'infirmerie de la prison de Fresnes. Et il reçoit la visite du juge d'instruction Drapier, un bleu, un qui a encore le lait de sa maman qui lui coule au bout du nez. Monsieur, je dois vous informer que l'un des policiers que vous avez attaqué hier est décédé. Ah bah tant mieux. Je regrette bien qu'il y en ait qu'un qui est crevé. Mais vous avez tué un agent qui ne vous avait absolument rien fait. Oh, que vous croyez? L'année dernière, ils m'ont fait coffret pour rien. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Ils méritaient que ça. Alors, quelle est sa bonne raison de détester les flics? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait pour qu'il mérite un mort? Le juge Drapier, bien sûr, finit par lui poser la question. Oh, il veut bien raconter, hein. De toute façon, il n'y a que ça qui lui trotte dans la tête. Ça remonte à l'année dernière, en 1909, quand il s'est retrouvé condamné pour proxénétisme. Tout ça parce que j'étais à la colle avec une prostituée. Tu parles, quoi, comme si on pouvait pas aimer une fille de rue. Je suis pas Macron, moi. Je suis pas Julot, et puis quoi encore? La voilà donc, sa bonne raison de tuer un flic. Le sentiment d'injustice d'un homme qui se prétend condamné à tort. Alors il faut que je vous en dise un peu plus sur cette affaire qui a déclenché sa colère. Ça remonte donc au printemps 1909. À cette époque, Liabeuf habite un hôtel pouilleux au 132 rue Saint-Martin. Et il est cordonnier aux Halles. Et un jour, sa copine, la grande Marcelle, lui présente une brunette, une tapineuse comme elle, Alexandrine, Didine. Et Liabeuf s'amourage de Didine. Sauf que Didine, elle n'est pas complètement libre. Elle a un julot qui s'appelle Gaston. Et Gaston, voir sa Didine qui est une bonne gagneuse, s'amouracher d'un cordonnier, ça lui plaît pas trop. Et un jour, il le dit à Liabeuf. Et Liabeuf, c'est pas le genre à se laisser faire. Allez, viens, on va régler ça entre hommes. Bien. Et donc, pour les beaux yeux de Didine, comme deux coqs de basse-cour, les deux vont se battre à coups de couteau derrière l'église Saint-Méry. Un attroupement secret, forcément, et arrivent des policiers qui leur demandent pourquoi ils se battent. Et les deux disent la vérité. On se bat pour Didine, voilà tout. Et les poulets, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Eh bien que ce sont deux macros qui se battent pour une fille. Donc, ce Liabeuf est un julot casse-croûte, un type qui fait turbiner sa gonzesse. À partir de ce moment-là, deux flics de la mondaine en civil, en bourgeois, comme on disait à l'époque, se mettent à surveiller Liabeuf de loin. Ils cherchent la preuve qu'il met des filles sur le trottoir. Et ils écrivent dans leur rapport qu'ils ont vu Didine lui donner de l'oseille. Donc que c'est un macro. Didine proteste. Mais c'est pas vrai. Mon julot, c'est Gaston. Mais les poulets ne veulent rien entendre. Ils envoient Didine à la prison Saint-Lazare et un juge inculpe Liabeuf pour vagabondage spécial, ce qui revient à le qualifier de proxénète. Jean Liabeuf est jugé dans la foulée devant le tribunal correctionnel de la Seine, sur l'île de la Cité, et il se retrouve tout seul devant le juge. L'avocat qui s'est choisi n'est pas libre. On n'a même pas fait venir Didine pour témoigner. Il y a bien quelques témoins qui viennent parler en sa faveur. Son logeur, par exemple. Oh ben c'est un client parfait. Hein. Il est sobre, il est rangé. Moi, j'ai rien à dire contre lui. Hein. Son patron à la cordonnerie vient aussi dire du bien de lui. Oh ben c'est un ouvrier sérieux et bon garçon. Et son travail constant ne lui laisse guère le loisir d'être souteneur. Enfin. Mais que voulez-vous que ça pèse
face aux 2 policiers de la mondaine. Je l'ai vu. Enfin, nous l'avons vu, mon collègue et moi. Et elle lui a donné plusieurs fois les gains de sa journée. Ce n'est pas le procès du siècle. Mais à la fin, Jean Liabeuf est condamné à 3 mois de prison ferme, 5 ans d'interdiction de séjour à Paris et 100 francs d'amende. Il exécute sa peine jusqu'au bout. Il sort 3 mois plus tard. Et malgré l'interdiction, il revient à Paris. C'est qu'il a besoin de travail. Il sait qu'il va en trouver dans son quartier des Halles. Mais la police le repère et le renvoie 1 mois de plus à Fresnes. Il en ressort en novembre 1909. Le rage au ventre, il est humilié, il est en colère. Vous voyez cette lettre qu'il envoie pile à ce moment-là à un copain de régiment, Charles. J'ai juré de me venger. Je me vengerai. Je suis tout ce qu'on voudra, excepté un souteneur. Je les ai prévenus. Ils ont agi avec moi comme des lâches dans l'unique but de m'empêcher d'être à Paris. Et ça, je ne l'accepte pas. Et à partir de là, il fomente sa vengeance. L'idée des bracelets cloutés, eh bien, ça lui est venu en lisant un feuilleton policier dans le magazine Je sais tout. L'histoire de jeunes bourgeois qui, pour se protéger d'une bande d'étrangleurs qui sévit la nuit sur les docks de Londres, se mettent autour du cou un collier de cuir garni de pointes. C'est de là que ça vient. Pour Liabeuf, fabriquer des brassards cloutés n'a pas été compliqué. Il sait travailler le cuir, c'est son métier. Ensuite, il aiguise son tranchée, il s'achète un revolver. Toutes ses économies y passent. Et un jour, donc, il va dans le quartier des Halles chercher ses 2 ennemis, ceux qui l'ont coffré, ceux qui l'ont humilié. Il veut les tuer tous les 2. Il tombe sur 2 policiers qui ne sont pas les bons. Mais tant pis, il s'est vengé. C'est l'essentiel. Voilà. Vous savez tout. À partir de là, toute la question est de savoir si ça mérite la mort. Pour la justice de 1910, je vous le dis, ça ne fait pas un pli. Sa tête roulera dans la sciure. Mais pour l'opinion, c'est une autre histoire. Depuis 2 jours, l'histoire fait la une des journaux. Son harnachement, évidemment, les bracelets de cuir et les clous, ça a frappé les esprits. Pour la plupart des canards, Liabeuf est un salopard. Mais il y a quelques journaux communistes, anarchistes, qui voient dans Liabeuf le symbole d'un prolétariat poussé à bout. Un journaliste, notamment, enfourche ce cheval, Gustave Hervé. Il est le patron du journal La Guerre sociale. C'est un socialiste révolutionnaire et, laissez-moi vous lire sa prose. Liabeuf a donné une bonne leçon de courage à la foule des honnêtes gens. Et à nous-mêmes, révolutionnaires, il a donné un bel exemple. Tous les jours, il y a d'honnêtes ouvriers qui sont victimes de brutalité policière et d'erreurs judiciaires grossières. Entendez-vous dire que l'un d'eux se soit vengé? Et on voit s'organiser des rassemblements sur les lieux du crime. Des révolutionnaires de tout poil qui viennent défendre Liabeuf. Il faudrait que tous les mecs d'ici soient comme Liabeuf. Le coin serait vite nettoyé de tous ces flics qui veulent nous la faire à l'influence. J'étais là, moi, quand il a tiré. À ce moment-là, j'aurais bien donné tout mon sang pour lui. Liabeuf est en train de devenir un héros. Et vous noterez que lui n'a jamais exprimé la moindre opinion politique. Jamais. Il s'en fiche de tout ça, lui. Il s'est juste vengé. Son ressort est intime, il n'est pas politique. Le reste le dépasse. En face, le pouvoir est ferme. Le juge ordonne l'arrestation de la grande Marcelle, puisqu'elle était là et qu'elle a aidé Liabeuf à enfiler ses brassards. Elle est donc complice.
Mais les policiers ne trouvent personne pour témoigner contre elle. Personne pour dire qu'il l'a vue poser les brassards à Liabeuf. Ils sont donc obligés de la relâcher. Après quoi, d'ailleurs, elle disparaît. Elle ne répondra pas à la convocation du juge et ne témoignera pas au procès. On dit qu'elle a quitté le trottoir et qu'elle est couturière à Belleville. Et donc, finalement, Liabeuf est renvoyée seule devant la cour d'assises de la Seine. Son procès s'ouvre en mai 1910 au palais de justice de Paris. L'homme au brassard de fer a sacrément perdu de sa superbe. Il est tout pâlot, tout tassé. Il a mis un costume bien coupé avec un col rigide, bien blanc, et une cravate bien noire. On dirait un clerc de notaire, pas du tout un révolutionnaire. Ce qu'on attend bien sûr, c'est le témoignage des policiers, ceux qui l'ont fait condamner pour macrotage. Nous avons acquis la conviction que c'était un souteneur avéré. Cet homme ment. Mais je ne mens pas. Alexandrine Pison vous donnait 5 francs tous les jours. D'accord. Mais ce n'est pas du tout le sujet de ce procès. Le sujet, c'est le meurtre du policier Deray. Il n'y en a pas d'autre. Et le verdict ne fait aucun doute. Liabeuf est sans surprise condamné à mort. Et vous savez ce qu'il dit à l'énoncé de la sentence? Si vous m'avez condamné, c'est comme assassin, pas comme souteneur. Devant la guillotine et jusqu'à la dernière goutte de mon sang, je protesterai que je suis innocent. Gustave Hervé écrit dans son journal: je demande à tous les hommes et toutes les femmes de cœur qui ont suivi cette angoissante affaire de venir crier leur indignation autour de l'échafaud. Et ce qui se passe après est un morceau de l'histoire de la gauche française. Car Gustave Hervé, le journaliste, parvient à rallier à la cause de Liabeuf non seulement les révolutionnaires et les anarchistes, mais aussi les socialistes et les radicaux du gouvernement. C'est ainsi que Jean Jaurès, alors directeur de l'Humanité, prend la parole le 16 juin au cours d'un meeting à Paris. Je demande solennellement au président de la République de bien vouloir user de son droit de grâce. Et ainsi, petit à petit, la cause de Liabeuf rallie d'anciens Dreyfusards de renom, des académiciens, des scientifiques, du beau monde, à Paris comme en province. Et tous se tournent vers le président de la République, Armand Fallières, qui est un abolitionniste, qui est opposé à la peine de mort et qui, logiquement, doit gracier Liabeuf. Mais le préfet de police vient le voir. Monsieur le Président, si vous le graciez, que les choses soient claires. Je vous remets ma démission. Prenez conscience que j'ai toute la police avec moi. Il a tué un policier, ne l'oubliez jamais. Et le président Fallières rejette le recours en grâce. Nous voilà le 1er juillet 1910. Il est 2 heures du matin. Sous les remparts de la prison de la Santé, on est en train d'installer la guillotine. Et sur la place d'Enfer Rochereau, toute proche, la foule commence à se rassembler. Tous les révoltés de l'époque sont là. Ouvriers, syndicalistes, anarchistes, socialistes. Et puis il y a aussi tous les apaches de Paris. C'est comme ça qu'on appelle les marlous à l'époque. Et Jean Jaurès est présent. Et à côté de lui, un jeune peintre qui se fait appeler Picasso. Et un écrivain du nom de Blaise Cendrars. Et puis aussi un révolutionnaire russe en exil à Paris. Il n'est pas encore connu, mais ça va pas tarder. Il s'appelle Vladimir Ilitch Lénine. Comme il craint des émeutes, le préfet Lépine a mobilisé 800 policiers. Et aussi des gendarmes à cheval, et la garde républicaine, et même l'armée qui se tient en réserve. On ne sait jamais. Mais il a oublié un détail. Il y a des travaux au boulevard Saint-Jacques, et des centaines de pavés bien taillés à portée de main. À 3 heures du matin, le procureur de la République vient chercher Liabeuf dans sa cellule.
Il demande une plume et une feuille de papier. Ma pauvre maman, ma dernière heure étant arrivée, je te laisse cette mèche de cheveux et je te demande encore pardon. Dehors, la foule gronde et soudain, 2 coups de feu. Un inspecteur de la sûreté s'écroule, mort. Et la foule qui crie « Bravo !» Le préfet Lépine ordonne de charger, sabre au clair, avec autorisation de tirer à balles réelles si besoin. Et en face, on se met à lancer des pavés. Par miracle, il n'y a pas d'autres morts. Pendant ce temps-là, dans la cour de la prison de la Santé, le bourreau Anatole Debler pousse Liabeuf vers la guillotine. Il a les mains liées dans le dos, la tête en avant. 2 aides du bourreau Debler le font basculer sur la planche. Et une dernière fois, il dit « C'est pas mon exécution qui fera de moi un souteneur. Je suis pas un souteneur. » Et la lame chute sur son cou dénudé. Le lendemain, le journal La Guerre sociale écrit que l'on prenne garde d'avoir ravivé et décuplé le mépris et la haine séculaire des policiers au cœur de la classe ouvrière. Le mythe Liabeuf est né et il court encore aujourd'hui.